Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur les phénomènes paranormaux qui me sont arrivés dans ma vie. Alors pas tous, et parce que sinon on n'aurait pas fini. Et on va dire les plus marquants, les plus costauds, ceux qui m'ont vraiment poussé à vouloir apprendre la science et expliquer les phénomènes que j'ai eu dans ma vie. Donc va y en avoir, je vais vous en parler de quelques-uns. Et donc je rappelle que cette chaîne, enfin cette vidéo va être sous forme de vlog, témoignage, et j'insiste sur témoignage. Euh, Si jamais ça vous parle ou il y a peut-être certains trucs qui me sont arrivés que, alors moi personnellement, j'ai jamais vu autre part et pourtant j'ai cherché. J'ai peut-être pas cherché au bon endroit. Mais voilà, il y a eu des choses que j'ai vécues, des phénomènes qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc voilà, je les ferai peut-être en 2 parties parce que ça va peut-être être long et qu'à un moment j'aurai peut-être envie d'aller aux toilettes ou de manger. Voilà, voilà. Tiki tiki tiki. Bon allez, on commence tout de suite. Le premier, je vais vous parler quand j'étais petite, j'avais 4 ou 5 ans et j'avalé une pièce de 10 francs. Et donc ma mère a été obligée de m'emmener aux urgences. Et quand on m'a fait quand on m'a mis le masque pour aller chercher la pièce qui était restée coincée, j'avais une rage folle, j'avais peur, j'avais extrêmement peur qu'on me tue. Et j'étais en angoisse totale. Et en me mettant le masque, on me disait tu vas t'endormir, compte jusqu'à 10. Et je leur disais non, je ne peux pas mourir. Et je croyais qu'ils étaient en train de me tuer. Non, j'avais vraiment peur. Les hôpitaux, quand j'étais petite, c'était waouh. J'avais une phobie incroyable de ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, mais à l'époque, c'était très angoissant. Et, et donc, je me souviens m'endormir, mais en me disant dans ma tête, je veux pas m'endormir, je veux pas m'endormir, je veux pas m'endormir. Et à un moment, ça fait blackout, et tout de suite après, je me suis retrouvée au-dessus de mon corps. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de paroles. Tout était logique, intuitif. Comme si, alors c'est avec ma vision d'adulte aujourd'hui que je vous dis ça, parce que petite, j'étais incapable de vous expliquer ça comme ça. C'est comme si tout dégageait de l'information et que vous êtes un filtre à information, tout en dégage. Et en fait, ça passe par vous et vous les comprenez, vous les voyez. C'est genre tout est inné, tout est normal, ça ne demande pas d'énergie, ça se fait tout seul. Et, ça donnait l'impression de savoir énormément de choses, alors que finalement, non, avec du recul, je ne savais pas tout. Mais tout ce qu'il y avait autour de moi dégageait tellement d'informations que j'étais blindée d'informations en même temps, mais c'était pas envahissant, c'était pas contraignant, c'était pas. Enfin, je veux dire, c'était pas douloureux, ça me saoulait pas, c'était normal, c'était logique, c'était un autre état de conscience, avec une autre façon de calculer l'information et de la recevoir. Et bref, et avec du recul, j'avais l'impression qu'on m'avait mise comme dans une bulle, parce que le plafond était d'un blanc éclatant. Il ressemblait pas à un vrai plafond. Il était lumineux, tout le plafond était lumineux, et ça me faisait comme une barrière. C'était comme si je ne pouvais pas dépasser ce plafond. Par contre, les murs, je pouvais les déplacer, enfin me déplacer dedans. Et en fait, dès que je regardais quelque chose et que j'avais ne serait-ce qu'une toute petite envie de «Oh, j'ai envie d'aller par là», et ben hop, ça m'amenait par là. J'y allais comme ça, instinctivement. C'est genre, d'un coup, j'ai dégagé l'information de déplacement jusqu'à ce point, et hop, là, j'y suis allée. Et ouais, c'était impressionnant avec du recul aujourd'hui de pouvoir étudier ça. Ça m'apporte beaucoup sur ce que peut faire une information en fait. Et dégager une information, recevoir une information. Et voilà, et puis j'avais été dans la pièce à côté et il y avait un petit garçon, enfin un adolescent, pardon, qui se faisait opérer. Et en fait, j'avais été attirée par son bras, parce que son bras était rempli de taches, marron, blanches, etc. Sa main aussi. Et quand j'étais petite et que je m'étais réveillée, en fait, pendant des années, je m'étais dit, mais en fait, il s'était arraché le bras, ce garçon, ou je sais pas, enfin, je sais pas ce qui s'était passé, mais
Genre, j'en gardais un souvenir que, en tant que petite fille, je comprenais pas, j'avais l'impression qu'il s'était arraché le bras. Et en fait, non, en grandissant, en remettant mon souvenir, je me suis dit, mais non, en fait, c'était juste un garçon qui avait du vitiligo. Et le vitiligo, c'est une maladie qui dépigmente la peau parce que bah, mon père et mon petit frère ont cette maladie-là. Mon père, lui, ça lui change la couleur, ça fait des taches de vin violettes. Et mon petit frère, lui, ça lui fait des grosses taches blanches, ça enlève la pigmentation de la peau. Alors, moi, je trouve ça super joli. Je trouve ça trop stylé. Euh, et du coup, en grandissant et en voyant ça avec mon frère et mon père, je me suis dit, ah, mais oui, en fait, ce garçon, en fait, il avait juste du vitiligo sur le bras, quoi. Et je me souviens que ouais, ça m'avait interpellée de regarder ce bras qui était plein de couleurs, plein de taches, et que j'étais restée là fixée à regarder ce bras. Et, euh, et d'un coup, pouf, évanouissement, et je suis revenue à moi dans une grande salle où il y avait mon papa qui me montrait la petite pièce. Et, euh, et j'en ai pas parlé, je voulais en parler, mais je sais pas, j'étais petite, je passais très vite à autre chose et tout m'émerveillait, donc je passais très vite à autre chose. Et puis quand on est petit, on trouve tout banal, c'est-à-dire que tout est normal. Et ce phénomène-là, en fait, j'ai grandi en sachant que mon corps et mon âme, c'était deux choses différentes. Enfin, mon esprit, en fait, c'est deux choses différentes. Et je dirais même pas trop esprit parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir ce qu'est l'âme, ce qu'est l'esprit, etc., etc. Donc je dirais plus ma conscience. Ma conscience et mon corps, c'est deux choses différentes qui vivent en harmonie, en symbiose quand ça se passe bien. Et quand ça se passe plus mal, c'est plus compliqué. Mais ça, je l'ai compris depuis toute petite. J'ai grandi avec cette information-là. Pour moi, c'était normal. Donc, c'était pas une croyance, parce que la croyance, en fait, implique le fait de ne pas avoir d'expérience dans quelque chose personnel et de croire avec confiance, en fait, d'admettre avec confiance quelque chose qu'on n'a pas vécu soi-même. C'est ce qu'on appelle une croyance. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je définis le terme croyance. Donc pour moi, c'est pas une croyance de pouvoir sortir de son corps parce que j'en ai fait l'expérience. C'est un souvenir que j'aurai toute ma vie tellement il a été marquant, tellement c'est autre chose, c'est tellement plus costaud comme conscience que ici. Ici, j'ai l'impression d'avoir une conscience plutôt pas limitée, mais plus cadrée, en fait, plus enfermée, plus euh, dépendante des sens. Et quand on sort, en fait, on a l'impression de... C'est comme si on respire. C'est comme si on venait de nous enlever d'une chaussette trop petite. Et, euh, et du coup, enfin, voilà, en grandissant, j'ai fait beaucoup de dépression, etc. Parce que j'avais un rapport à mon corps qui était compliqué. À cause de ça, en fait, parce que je savais que ma conscience et mon corps, c'était deux choses différentes. Et que je me sentais très à l'étroit à l'intérieur du corps, et enfin de mon corps. Et voilà, on était en conflit. Alors quand je parlais de ça à des psychiatres ou des médecins, on me regardait, c'est quoi ça comme pathologie? On connaît pas, ça n'existe pas. Et parce que c'était pas genre je trouvais mon corps moche ou gros ou quoi, ok, ça n'a rien à voir. C'était mon corps et moi, c'est deux choses différentes. Euh, en fait, je me sentais limitée dans les capacités de mon corps, là où mon esprit ne se sentait absolument pas limité. Et c'est comme si j'étais en conflit avec le fait que mon corps limitait mon esprit et que ça me rongeait de l'intérieur, en fait. Et, euh, et pourtant, enfin, la façon dont je l'expliquais plus jeune, c'était très cohérent, mais on ne savait pas d'où ça sortait, quoi. Et, euh, et du coup, enfin voilà, j'ai appris ça, donc enfin, j'ai appris, comment dire, à gérer un peu ce sentiment d'étouffer dans mon corps, d'être en prison. Et, euh, et ça va mieux aujourd'hui, hein. Clairement, j'ai compris la nécessité de tout ça, etc. Enfin, quand on a la mémoire qui revient avec le temps, ça apaise, ça fait du bien. Ça fait du bien de se rappeler du pourquoi, du comment, ça calme énormément. Ça rapporte la paix, on va dire. Et par exemple, voilà, donc par rapport à ce phénomène que j'ai vécu corps-esprit, et ben en fait, il m'est arrivé plein de choses par rapport à ça, alors qui, là, pour le coup, sont peut-être un peu plus médicales. C'est que petite, je suis devenue myope à cause de ça.
Parce qu'il y a quelques années, j'étais allée voir une ophtalmologue. Alors, je sais plus le nom spécial, mais il fallait que j'aille la voir parce que j'avais des maux de tête de cinglé. Et en fait, elle me disait que ma vue était en train de se résorber, donc de guérir. Et elle m'a fait plein de tests et elle m'a dit: «Je comprends pas, vous êtes myope, mais en fait, vous n'avez pas un œil qui est censé être myope». Et du coup, elle m'a posé des questions. Elle m'a dit: «Est-ce que vous en demandez trop à votre corps? Est-ce que vous vous énervez très vite? Est-ce que limite, vous vous auto-traumatisez toute seule parce que vous estimez que votre corps va pas assez vite?» Et je lui ai dit: «Oui, c'est exactement ça, c'est ça, ouais, depuis toute petite, c'est ça, mon corps et moi, on est en conflit». Et enfin, pendant très longtemps, on a été en conflit, mais là, c'était plus le cas. Et elle m'a dit: «Vous savez que certains traumatismes peuvent rendre myope, rendre aveugle, faire perdre la parole, et cetera. Et quand il y a d'autres traumatismes qui viennent par-dessus, ça peut rendre la vue, rendre ceci, rendre cela». Ça existe. Il y a des personnes qui, à cause d'un traumatisme, sont devenues aveugles, qui quelques années après revivent un autre traumatisme, revivent, et d'un coup, bim, récupèrent la vue. Ça existe. C'est extrêmement rare, mais ça existe. Et du coup, elle m'a expliqué ça. Et c'est vrai que je me souvenais que petite, je me souvenais du jour où je suis devenue myope parce que ça a été très traumatisant. J'étais dans une école où, perdue au fin fond de la pampa, là, et notre maîtresse était extrêmement violente, méchante et alcoolique. C'était éducation à l'ancienne fois 12 000. Alors moi, personnellement, elle m'a jamais touchée parce qu'elle avait très peur de mon père. Mais voilà, il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Et puis parce que j'avais un très sale caractère aussi. Et comment dire, en fait, elle était tellement angoissante, elle me faisait tellement peur, elle m'effrayait tellement qu'elle nous faisait des lectures rapides. J'étais qu'en CP, c'était n'importe quoi, et elle nous faisait des lectures rapides. Et je me souviens que je pétais un câble intérieurement. Je me souviens du jour où je suis devenue myope, hein, ça m'a tellement traumatisée que je m'en souviens très bien. Je me souviens du jour où je suis devenue myope, où elle m'angoissait tellement, parce que si on n'y arrivait pas à faire, enfin, elle humiliait tout le monde et tout, enfin, c'était un truc de cinglé, je l'ai vu, enfin, battre des élèves devant tout le monde et tout, enfin, c'était horrible. Et en fait, ouais, je me souviens que d'un coup, psychologiquement, j'ai tellement pété un plomb face à un pauvre truc à lire à cause d'elle et de la pression qu'elle mettait, et que ben, moi-même, du coup, je m'auto-mettais toute seule, c'était un peu 50-50, et ben, paf, d'une seconde à l'autre, tout s'est brouillé, je voyais plus rien, j'ai hurlé, j'ai pleuré, je croyais que je devenais aveugle, et du coup, c'est le moment où je suis devenue myope, alors que la myopie, logiquement, ça s'installe progressivement. Et là, ça s'est fait paf, d'une seconde à l'autre. Et je m'en souviens. C'est pour vous dire à quel point ça a été traumatisant. Donc, le discours de l'ophtalmologue que j'avais été voir était pas si incohérent que ça. Et donc voilà, ça c'était pour le premier souvenir. Ensuite, il s'est passé une deuxième chose, une autre période de ma vie. Un soir, je voulais aller en boîte de nuit, mais pas en mode faire la fiesta toute la nuit. C'était plus parce que je savais que j'avais beaucoup d'amis qui allaient là-bas, donc j'y allais plus en mode comme quand on va dans un bar boire un verre avec ses potes, on papote et on rentre chez soi. Donc moi, c'était plus mon mood du moment quand j'y étais allée ce soir-là. Et j'avais bu qu'un seul verre, etc. Puis au milieu de la nuit, on avait tous bien papoté et tout, c'était super sympa. Et puis je me dis, bon allez, moi je vais rentrer chez moi, j'avais quand même un peu de route. Et arrivé sur le parking pour rentrer, pour aller à ma voiture, donc c'était un énorme parking, parce que le complexe était en Bretagne, en campagne, en campagne, pardon, c'était en plein milieu de la Cambrousse. Et du coup, il y avait un grand parking tout autour avec les vigiles, les caméras, etc. Il y avait du monde sur les parkings qui discutait. Et d'un coup, j'entends une fille hurler, mais hurler à la mort: «Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours!» Et je l'entendais extrêmement clairement, comme si on me criait dans les oreilles. Et je me dis, mais merde, il se passe quoi? Il y a une fille qui est en danger. Et je sentais intérieurement qu'elle courait, qu'elle était en danger et qu'il fallait qu'on l'aide. Et puis du coup, je commence à paniquer sur le parking. Je me dis, mais merde, elle est où cette fille?
Et, et comment dire, à chaque fois que je courais dans une direction, et ben, je l'entendais crier dans une autre direction. Et du coup, je me suis dit, il y a un problème. Je crois que la fille que j'entends, elle n'est pas là. Et là, je commence à analyser la scène, à observer tout ce qui se passe autour de moi. Je voyais que dans les personnes qui étaient sur les parkings, personne réagissait. Je voyais que les vigiles réagissaient pas. En fait, personne réagissait. J'étais toute seule à l'entendre. Et donc ça continue, je l'entends, au secours, au secours, au secours, comme ça pendant plusieurs longues secondes. C'était très long. Et d'un coup, je l'entends plus. Et là, je la réentends. Et c'est comme si j'étais connectée avec cette fille-là. Et je l'entends, au secours, sauvez-moi, aidez-moi, non. Et comme si on venait de me poignarder, quoi. Et je l'ai senti mourir. Et là, je suis complètement choquée. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis trop fatiguée ou quoi? Mais alors là, c'était extrême, c'était vivant, je ressentais tout. Je sentais qu'elle avait couru, je sentais qu'elle venait de se faire coincer et qu'on venait de la poignarder. C'était extrêmement dur. Donc je me mets dans ma voiture, je regarde l'heure, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je tremblais, en fait, j'étais remplie de vibrations électriques extrêmement fortes et je tremblais et je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je comprenais pas. Et je finis par me calmer, je rentre chez moi. Et j'avais mon coloc à l'époque qui se levait très tôt le matin pour aller bosser. Et il me voit revenir avec le visage très dur. Et puis il me dit, bah mince, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je lui explique. Je lui dis, écoute, j'ai entendu une fille hurler, se faire poignarder. Elle courait et impossible de la trouver. Et je suis comme ça. Et bref, je vais aller dormir. Et il me dit, bah merde, putain, ça craint, quoi. Et le lendemain, je me réveille. Et il m'attendait, il avait fini son travail, parce il avait des horaires un peu décalés, il travaillait un peu le matin, un peu le soir, etc. Et je me réveille, il est là, puis il me dit, tiens, regarde. Et il me file son téléphone, et en fait, il y avait un papier du Ouest France, enfin, un journal qui disait que dans la nuit, une fille qui était à 20 km de là où j'étais, dans une grande ville, enfin dans la grande ville qui était à 20 km de là où j'étais, s'était fait courser dans une rue et poignarder dans une ruelle à la sortie d'une boîte de nuit. Et que c'était une jeune femme. Et voilà. Et du coup, il m'a montré ça, je lui ai dit, putain, je crois que c'est elle que j'ai entendue. Enfin, tout concordait, quoi. Une fille qui sort de boîte de nuit, c'était bien une fille que j'ai entendue. J'ai bien compris qu'elle s'était fait poignarder, etc. Je l'ai entendue. Et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, elle s'est connectée à moi, j'en sais rien, je ne comprends pas. Mais elle s'est connectée à moi à ce moment-là et j'ai pas compris l'utilité parce que je me suis dit, mais elle était à 20 km, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je ne savais même pas où elle était en fait. Il n'y a que le lendemain où, voilà, j'ai compris que c'était elle, quoi. Donc ça c'était un truc extrêmement compliqué et puis je comprenais pas l'utilité. Je me disais mais qu'est-ce que je peux faire en fait? Rien. C'est ça m'a beaucoup posé de questions en mode, enfin des fois il y a des dons qui servent à rien et c'est dur quoi. Euh, une autre fois, alors là dans un autre contexte encore une fois, j'étais à la fac en histoire de l'art et puis je vais dans un musée pour aller étudier enfin pour faire un exposé sur un des tableaux qui était là-bas. Et je vais dans un tout petit musée et je rentre dans une pièce, j'étais avec une amie et je rentre et puis en fait j'avais pas vu ce qu'il y avait derrière moi sur les murs. Je rentre dans une pièce et d'un coup j'entends un bébé hurler, mais hurler à la mort. C'est pleurer mais comme si on lui arrachait les entrailles quoi. Et je l'entends, puis je me dis mais c'est pas possible, mais pourquoi il y a un bébé qui hurle? Mais ça me faisait mal au cœur, ça me déchirait le cœur quoi. Et, et puis je dis à ma pote, je dis, mais c'est pas possible, les gens, ils sont là en plein milieu d'un musée avec un bébé qui hurle à la mort, mais faites quelque chose, mais il est où ce bébé? Puis elle me dit, mais Ophélie, il n'y a rien, il y a rien, il n'y a personne qui crie. Je lui dis, mais t'es sûre, j'entends un bébé hurler. Et puis elle me dit, mais non, il n'y a rien, et puis chut, fais moins de bruit, parce que du coup, tu parles fort.
Et il y avait une dame qui était en train d'expliquer un truc à un groupe d'enfants qui me regardait sévèrement en mode chut, tais-toi. Et du coup, je me dis bon, bah d'accord, il y a que moi qui l'entends. Et puis je continue, ça, c'est fort, ça crie, ça crie, ça crie. Et ça commence sérieusement à me prendre la tête. Et du coup, je cherche autour de moi d'où vient ce cri. Et je vois derrière moi, il y a un socle en verre sur un mur. Et je m'approche, et plus je m'approche, et moins j'entends le bruit. Et de loin, je ne voyais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Et une fois arrivée, je vois momie d'un bébé. Véritable momie d'un bébé. C'était une vraie momie. Et j'entendais ce bébé hurler. Donc, est-ce que j'ai capté une mémoire de ce bébé de la fin de sa vie ou j'en sais rien? Pareil, ça m'a posé énormément de questions. Parce qu'au moment où je l'ai regardé et que j'étais proche de lui, paf, le bruit s'est arrêté. Et je savais que c'était ce bébé-là que j'avais entendu. Et pareil, mille et une questions qui arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que, en m'approchant, je l'entends de moins en moins? Enfin, mille et une questions, quoi. Pareil, dans un autre musée, c'était au Louvre cette fois-ci, j'y étais allée. Et c'était la toute première fois où ça m'était arrivé. J'étais allée au Louvre et puis à un moment, pareil, la salle des momies. Et je m'attendais pas du tout à ce qui arrive, un truc pareil, parce que c'était vraiment la première fois. Et moi qui étais trop contente, parce que j'adore les musées, c'est trop génial. C'est un mini Disneyland pour moi. Et donc j'y vais, et puis en regardant toutes les momies, etc., à un moment, j'entends un bruit sourd de fond qui commence à grossir de plus en plus. Et j'entendais des gens hurler, des gens pleurer, des gens crier. Et puis pas que ça, il y avait un peu de tout. J'entendais une foule, des cris, j'entendais plein de trucs. Et puis je faisais ça avec mes oreilles. Et puis j'avais un copain à l'époque. Et puis je lui dis, mais putain, niveau reconstitution sonore, ils ont peut-être fait un peu fort, quoi. Puis il me dit, comment ça? Je dis, bah, t'entends pas toutes les voix et tout. Enfin, cette espèce de brouhaha de voix où il y en a qui crient, il y en a qui hurlent, il y en a qui appellent à l'aide, et puis il y en a d'autres, c'est pas ça. Et je lui dis, en plus, le son grossit, je dis, mais ils ont mis le doigt sur le volume ou quoi? Et je lui dis, niveau reconstitution, quand même, ils ont fait un peu fort. Il me dit, mais il n'y a rien, il n'y a pas de bande sonore, il n'y a rien. Et je sentais que le son devenait de plus en plus fort et que je commençais de plus en plus à vibrer, comme des chocs électriques, et que je vibrais de plus en plus, et que c'était en train de m'étouffer. Et à un moment, il m'a regardé, il m'a dit ça va, et je devenais blanche comme un cul, et j'ai pu supporter en fait la pression de la vibration. Là, c'était une vibration très 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 forte, et ça me bourdonnait dans la tête, et d'un coup, pof, je me suis... j'ai fait une espèce de malaise. Je tenais plus sur mes jambes, il m'a pris, il m'a sorti de la salle. Et puis, bon, lui, à cette époque-là, il détestait ça, donc il m'a fait c'est quoi ça, là, tu vas arrêter ça tout de suite, hein, c'est n'importe quoi, tu te donnes un spectacle, etc. Et puis je dis, arrête, stop. J'étais complètement, mais au bout de ma vie, je sentais les vibrations qui étaient en train de se calmer. Ça faisait comme des petits frissons, mais ça, je pense que c'était la chute de tension qui me faisait les petits frissons dans les joues et les oreilles. Et comme j'ai déjà fait des malaises, je sais la sensation que c'est quand on va faire un malaise. On se met à vibrer, mais on se met à vibrer coton, on sent qu'il y a tout qui lâche. Et là, c'était différent. C'était vraiment comme un choc électrique, comme on touche un fil électrique à vache, là. Et que... et que ça grossit, ça grossit, ça grossit, et qu'à un moment, bah, on a l'impression que le cœur va lâcher face à ça, ou je sais pas, enfin bref, le corps il lâche, quoi. Et ça, c'était la toute première fois où ça m'était arrivé. Donc après, on a évité soigneusement les salles avec les momies. Et ça m'était réarrivé une deuxième fois, quelques années après, dans un autre musée. Donc maintenant, je fais attention quand je vais dans les musées qu'il y a des momies. Donc voilà. Ensuite, autre chose, pareil, autre contexte, autre histoire. Ça, je vous en avais déjà parlé, c'était les hémorragies que j'ai faites parce que j'ai fait une grossesse extra-utérine. Et donc, si vous n'aviez pas vu les autres vidéos, j'avais dit que j'en parlerais un peu plus. Finalement, j'en avais déjà bien parlé.
Il y a quelques années, je suis tombée enceinte et quand je l'ai su, tout allait, enfin, à mon sens, très bien. Et un soir, c'était au tout début, je me réveille et je me colle sur le bord de mon lit comme ça. Et d'un coup, je sens un truc qui me tient et je pouvais plus bouger. Et j'entendais hurler dans mes oreilles: «Fais attention, va à l'hôpital, c'est dangereux, tu vas mourir, c'est très grave, ça va être un banc de sang, il faut que tu l'enlèves. Dépêche-toi, va à l'hôpital, dépêche-toi.» Et j'entendais ça pendant 30 secondes où je pouvais plus bouger et ça me maintenait, ça me criait ça et d'un coup, tout s'arrête et ça me lâche. Et je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de devenir folle, c'est quoi? C'est une psychose? C'est pas une psychose? Qu'est-ce que c'est que ce délire?» Et j'en parle avec mes colocs de l'époque et je leur dis: «Mais c'est quoi? Il s'est passé quoi? Oh là là, j'ai peur. C'est quoi ce délire?» Et sachant que c'était des phénomènes genre très, très forts d'un coup, quoi. Et bref, ça passe, je me calme, je me dis: «Bon, ça y est, bon, ça a l'air d'être terminé.» Et le lendemain, c'est pareil, je me réveille et ça me refait le même truc, je me rassois au bord de mon lit, ça me refait la même chose, ça me colle comme ça là, ça m'empêche de bouger et ça crie dans mes oreilles: «Dépêche-toi, on t'a dit d'aller à l'hôpital, dépêche-toi, plus tu attends et plus ça va être grave, dépêche-toi, ça va être un bain de sang.» Et ça me lâche. Et, et pourtant tout allait bien et puis le soir même, je vais aux toilettes et là il y a du sang. Et je me dis: «Merde, il y a un truc qui va pas.» Je file aux urgences et on me dit: «Bah, vous faites une grossesse extra-utérine, vous avez déjà le ventre qui se remplit petit à petit de sang, qui s'est quand même déjà bien rempli de sang et on va être obligé de vous opérer en urgence.» Et donc voilà, donc on m'opère. Et tout se passe relativement bien, sauf qu'une semaine après, je refais une hémorragie, plus grave que la première. Et encore une fois, une semaine après la deuxième, je refais une hémorragie plus grave que les 3 premières, enfin les 2 premières. Et du coup, très compliqué à gérer parce que la troisième, on m'a clairement fait comprendre que j'avais beaucoup de chances de mourir, que c'était extrêmement grave, qu'enchaîner 3 grosses opérations comme ça avec les anesthésiants et tous les cocktails de médoc qu'on m'avait filés et d'antidouleurs, ça commençait sérieusement à être très grave. Et bref, voilà, un peu miraculeusement, j'ai survécu à ça. Et j'avais plein de gynécos, de chirurgiens, etc., qui passaient dans ma chambre parce que ma chirurgienne m'avait dit qu'en fait, ils avaient été une espèce de batterie de chirurgiens à se bouffer les doigts sur mon cas. Et que je suis restée quand même un mois à l'hôpital. Et du coup, enfin voilà, on m'a dit: «Mais c'est limite un miracle» parce que je les voyais tous passer dans ma chambre, ils me posaient plein de questions. J'ai eu des perfusions de sang et cetera parce que j'avais perdu beaucoup trop de sang. Et et puis on m'a dit, puis à un moment je pose la question et je demande: «Mais pourquoi vous êtes tous là à me poser des questions en passant dans ma chambre? Mais je vais mourir, enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'ose pas me dire?» Et puis, il y a une gynécologue que je connaissais pas du tout qui me dit: «Non, non, en fait, on étudie votre cas parce que, c'est incroyable, vous êtes toujours vivante, vous avez fait, truc sur truc bizarre, c'est des trucs qui sont extrêmement rares, c'est une personne sur 1 million. On se demande comment déjà vous avez survécu et puis enfin, tout ce qui s'est passé, en fait, on étudie votre cas. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui passent et qui vous posent des questions.» Donc voilà. Et après ça, quelques mois après, je vais voir une médecin et parce que ce truc-là qui m'avait bloquée, ça me travaillait toujours. Et je lui demande: «Écoutez, voilà, j'ai un truc, à vous demander, est-ce que, j'ai fait une psychose ou pas?» Parce que je lui raconte tout et je lui dis: «Pour moi, je sais pas, c'est une psychose, j'ai peur qu'en fait, la prochaine fois que je sois enceinte, ça me refasse pareil et que ce soit dangereux.» Enfin voilà, j'étais très angoissée par rapport à ce phénomène-là. Et la médecin m'a rassurée tout de suite. Elle m'a dit: «Alors je vais vous rassurer tout de suite, c'est pas du tout une psychose, les psychoses ça ressemble pas du tout à ça, c'est pas comme ça que ça se déclenche.» Et en plus de ça, elle m'a dit: «Je veux pas avoir l'air de parler de phénomènes paranormaux, mais votre cas, c'en est un. Sachant que ce qu'on vous a dit, de ce que vous me dites, en fait, c'était vrai. Il y a quelque chose qui a essayé de vous avertir, qui vous a dit la vérité
et qui a eu raison. Vous avez fait 3 graves hémorragies, vous avez failli mourir, c'était extrêmement grave. Et elle m'a dit: Cette chose-là, c'est pas une psychose, et en plus, ça a essayé de vous aider, quoi. Et je lui disais: mais vous pensez que c'est quoi? Et elle m'a dit: écoutez, moi j'y connais rien là-dedans, alors là c'est des limites que malheureusement ça sort complètement du cadre scientifique. Et elle m'a dit: est-ce que c'est votre corps? Est-ce que vous pouvez vous connecter à votre corps et c'est votre cerveau qui se connecte et qui sait qu'il est en train de faire une hémorragie? Ou est-ce que c'est complètement autre chose? Elle m'a dit: franchement là j'en sais rien, j'ai pas de réponse à vous donner. La seule chose c'est que je peux vous rassurer, c'est pas de la folie, c'est pas une psychose. Il s'est passé un phénomène paranormal que je pourrais pas vous expliquer. Et j'ai trouvé ça au moins honnête, elle a eu le courage de me le dire. Et c'est vrai, en fait, quand elle m'a dit: mais remarquez, on vous a dit la vérité. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, j'avais juste peur d'être folle, en fait, et ça m'avait énormément rassurée. Donc, autre phénomène extrêmement étrange qui m'est arrivé. Je me suis fait une petite anti-sèche pour pas oublier. Sur la petite post-it. Donc ça, c'était pour les hémorragies. Ensuite, alors j'hésite. Il y en a, j'hésite un peu à en parler parce que forcément, bon, vous allez vous dire, étrangement, je parle que des choses un peu horribles, mais on va dire que c'est tellement les plus forts que c'est ceux qui donnent un peu plus matière à étude du phénomène, on va dire. Et il y en a d'autres, j'avoue, je ne sais pas trop comment vous en parler. C'est de discuter avec des personnes qui sont décédées. Et j'ai réussi dans ma vie à discuter avec plein de personnes, des personnes qui sont décédées. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit: bah en fait, je me suis suicidée. Et quelques semaines après, on retrouve des lettres, et ben oui, en effet. Donc quand j'en parlais à mon entourage, je disais: mais comment tu sais ça? Je les ai entendus. Ils me l'ont dit, si vous voulez que je vous dise. Et donc il y a eu plein de phénomènes comme ça où souvent on me regardait un peu de travers, genre comment tu peux savoir des trucs comme ça? Et puis après, oh la vache, t'arrives à leur parler, mais c'est un truc de dingue. Donc voilà. Et une fois où ça a été extrêmement costaud, alors désolé, l'histoire va être très glauque. Très très glauque, et je vais prendre beaucoup de pincettes en parlant de cette histoire-là. Je connaissais 2 personnes, quelqu'un de leur famille était décédé, ça faisait pas longtemps que je les connaissais, et ils ont voulu parler avec quelqu'un de leur famille qui était décédé trop vite, il y a quelques années auparavant. Et donc cette personne répond, on va dire l'esprit répond, et se tourne vers une des 2 personnes et lui dit, enfin, du coup, moi je traduis en fait, et je ressens tout ce que la personne ressent, et je dis les choses, et je dis à une des 2 personnes, je suis très fière, etc. C'était beaucoup de gentillesse, d'amour, de je suis là, je prends soin de toi, je t'aide dans ton parcours. Et l'autre personne, ça a été horrible. C'était, l'esprit était dans une colère, une rage, mais folle. Je comprenais pas, et puis j'essayais moi de lui dire: mais explique-moi en fait, pourquoi tu es dans une colère? Et il m'a dit: je ne te dirai pas. Il m'a dit: t'inquiète pas, il sait très bien de quoi je parle, et il sait très bien de quoi je parle. Et je lui disais, mais je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça que ça sort. Et l'esprit était hyper en colère et en mode: il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais, je te vois, arrête ça, c'est grave. Et genre, ben nous, on savait pas du tout de quoi ça parlait, ça sortait un petit peu comme de nulle part. Et en fait, cette personne en face, elle s'est mise à pleurer, mais vraiment à chaudes larmes, et dire: oui, oui, je sais très bien de quoi elle parle, je sais très bien de quoi elle parle, je vous en parlerai pas, mais je sais très bien de quoi elle parle. Et il s'était complètement braqué, fermé, il pleurait, et je voyais qu'il venait de se passer quelque chose qui me dépassait complètement. Et la rage qu'avait cet esprit, mais c'était incroyable. Et je comprenais pas en fait, et je me disais: mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas appelé le bon esprit ou quoi? Est-ce qu'il y a eu une couille dans le potage? Je sais pas, mais a priori non. Donc bref. Et ça, c'est resté un peu une question en suspens pendant plusieurs mois, voire pratiquement 1 an. Et après, j'avais plus de contact avec ces personnes-là. Et j'ai appris par le biais d'autres personnes qu'en fait, cette fameuse personne
était poursuivi en justice pour pédophilie. Et que ça faisait des années. Et là, tout de suite, j'ai pas tilté avec le truc de l'esprit. C'est quelques semaines après où je ruminais là-dessus. Et paf, ça m'a fait un déclic, genre, ah mais c'est ça. Mais c'est ça l'esprit qui était en colère et qui lui disait, je te vois faire, je te vois, arrête ça tout de suite, c'est extrêmement grave. Et je me suis dit, oh la vache, mais si, c'était bien la bonne personne en fait. Et je me suis dit, waouh, mais des fois, je peux vivre des trucs, mais c'est incroyable, quoi. Et, euh, et je me suis dit, mais pourquoi elle me l'a pas dit, en fait? Pourquoi elle m'a pas dit? J'aurais pu, j'aurais pu, enfin, essayer de faire quelque chose, enfin, et elle voulait pas me dire. Peut-être qu'il fallait que je ne fasse rien et que ça aurait pu être dangereux, j'en sais rien. Euh, donc voilà. Et ça a été une des choses qui est arrivée avec des défunts. Il y en a eu d'autres où, bah voilà, on venait me parler, on venait me dire, tout de suite après le décès, en fait, on venait me dire, bah écoute, je me suis suicidée, j'en parle aux gens autour de moi, on me dit, oh, chut, surtout tu dis pas ça, etc. Puis après, quand on apprend que c'est vrai, comment tu sais? Comment t'as su ça, en fait? Alors que bah, j'avais pas de contact avec ces personnes-là de leur vivant, en fait, ça faisait des années que je les avais pas vus, c'était des amis d'enfance, et enfin des connaissances d'enfance. Et, euh, et voilà, et puis enfin voilà, il s'est passé beaucoup de phénomènes avec les défunts. Des fois, il y a des gens qui essayaient d'appeler des personnes qui n'existaient pas pour tester mes dons. Et en fait, je le savais parce que du coup, j'avais des personnes qui arrivaient et qui me disaient, bon, c'est pas du tout moi qu'elle a appelé, mais je suis là et je vais lui parler. Et du coup, je me doutais qu'en fait, à la base, on m'avait demandé d'appeler une personne qui n'existait absolument pas. Et du coup, il y avait d'autres personnes qui parlaient à leur place et qui venaient un peu gentiment remettre les gens à leur place, en mode, par contre, toi, tu vas te calmer. Il y a eu un peu de tout, hein. J'ai vu une fois une personne, pareil, qui m'a dit, bah écoute, si je peux tester, est-ce que je pourrais parler à mon grand-père? Je dis, bah oui, il n'y a pas de souci. Et en fait, il voulait tester. Donc, il voulait tester plein de trucs, voir si j'avais vraiment des dons ou pas. Je comprends, hein, je comprends complètement, il n'y a pas de souci. Et, euh, et il me dit, dis-moi, papy, tu serais pas mort en 2008, c'est ça, hein, c'est 2008 où t'es mort? Et j'entends, non, 2006 quand même. Et puis je lui dis, non, 2006 quand même. Et sachant que je connaissais pas du tout la vie de cette personne, je connaissais pas du tout son grand-père, je connaissais rien du tout. C'était, mais vraiment, ça faisait très peu de temps en plus que je connaissais cette personne, je connaissais rien, quoi. Et puis là, il me regarde, il me dit, mais comment tu sais? Je dis, il vient de me le dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et, euh, et puis cette personne me demande, mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Je dis, écoute, je vois un jardin avec beaucoup de fleurs, je vois des poussins. Je sais pas pourquoi, mais je vois des poussins, mais je vois un jardin avec beaucoup de fleurs. Et pardon, un monsieur qui adore ses fleurs, mais vraiment qui adore ses fleurs. Et il me dit, bah ouais, mon papy avait un jardin, mais luxuriant de fleurs. C'était sa plus grande fierté, c'était son jardin. Et il me dit, le poussin que tu vois, ça pourrait peut-être être moi, parce que moi, il m'appelait mon poussin quand il était petit. Et je dis, ah, c'est pour ça que je veux des poussins. Et il y avait plein de trucs comme ça. Des fois, ça parlait de problèmes de famille, des fois, ça parlait enfin, c'est un peu parti dans tous les sens. Après, je ne l'ai pas fait énormément parce que je laisse les gens me demander. En fait, je l'impose à personne. Et voilà, quand on sait que je peux faire ça, faut avoir comment dire, faut avoir un bon mood en fait pour me le demander. Parce que les gens qui n'ont pas un bon mood pour me le demander, en général, ils ont ce qu'ils cherchent, hein. Donc voilà. Et non, ceux qui ont un bon mood, en général, ça se passe très très bien. Et des fois, ça fait ressortir des secrets de famille, des fois, ça fait ressortir plein de trucs. Donc voilà, ça a été quelques phénomènes que j'ai vécus dans ma vie, que j'essaye de comprendre, que j'essaye d'étudier, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai plein de bouquins. En bas, j'ai une grande bibliothèque avec plein de trucs sur la physique, les mathématiques, la neurologie, la science, enfin la science, la philosophie, plein de trucs. J'ai un bouquin
énorme sur la sagesse parce que je me dis ça se trouve là-dedans, je peux aussi trouver des, des trucs. Donc voilà, c'était finalement j'ai parlé un petit peu vraiment grosso modo de ce dont je voulais parler. Après si ça vous intéresse, je peux en faire d'autres. Alors ce sera des phénomènes un peu plus mignons ou on va dire plus difficilement vérifiables parce qu'ils sont pas aussi costauds que ceux-là en fait. Mais plus légers, hein. Heureusement je vis pas dans un monde rempli de démons toute la journée. Non, j'ai un espèce d'éventail de richesse de phénomènes assez large, de tout type, de toutes sortes. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais en dépression, ça m'écrivait des poèmes, ça me remontait le moral, ça me mettait des petites choses sur ma route pour me remonter le moral. Ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches aussi, ça m'a aidé aussi à pas mourir. Donc voilà, il y a une très grande richesse de phénomènes. Et je pourrais en parler un peu plus comment dire ça de manière plus large et plus approfondie sur certains sujets, en tout cas si ça vous intéresse. Puis si j'ai envie de le faire aussi, hein, parce que moi j'ai envie de partager un peu tout ça. C'est un peu... je sais pas pourquoi, je le fais déjà parce que j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie de le faire, j'ai envie de transmettre des témoignages. On sait jamais si ça peut intéresser des scientifiques de avoir des témoignages en plus, ou même des gens qui ont vécu ce genre de phénomène, de se sentir un peu moins seul. Et puis comme moi j'en ai regardé beaucoup aussi, on va dire, des phénomènes que j'ai eus qui pouvaient ressembler à ceux que je voyais en témoignage, mais ça me faisait du bien, quoi. Je me disais, ça va, en fait. C'est plus répandu que je le pense, parce que quand j'étais petite, j'avais l'impression d'être toute seule, quoi. D'être toute seule, à savoir que le corps et l'esprit, c'est deux choses différentes, que plein de choses comme ça. Enfin, voilà, parce que, voilà, je partais du principe qu'à partir du moment où j'avais l'expérience des choses, c'était plus une croyance, ça devenait un fait. Et il fallait que je l'explique. C'était plus une croyance. Une croyance, je ne sais plus si je l'ai dit au début, mais pour moi, une croyance, c'est croire en... Enfin, c'est avoir confiance en quelque chose dont tu n'as pas eu l'expérience comme vérité. Mais quand on a l'expérience, c'est plus une croyance, c'est fini. Tu sais ce que tu as vécu. Donc, à un moment, c'est, voilà, on va dire, la différence entre croyance et expérience, on va dire. Et donc, quand on a toutes ces expériences-là, et qu'on regarde le monde et que les gens vivent pas du tout ça, et puis moi, petite, je pensais que tout le monde vivait ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça a été très compliqué. Je me suis vite retrouvée en marge de plein de monde et je me suis bataillée pour essayer de réintégrer la foule, on va dire, pour arrêter d'être exclue comme ça. Et puis, j'ai caché beaucoup de choses pour pouvoir... être avec tout le monde, mais en vrai, c'était un parcours plutôt compliqué. Hein. Plutôt compliqué, mais très enrichissant. Aujourd'hui, j'avoue, avec du recul, je ne changerais pour rien au monde, parce que je suis très contente d'en être arrivée là aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, c'était pour les petites expériences, témoignages des phénomènes un peu paranormaux qui me sont, enfin même beaucoup paranormaux, qui me sont arrivés dans ma vie. Alors, bien sûr, je ne vous fais pas toutes les explications que j'ai compris, parce que là, c'était juste le témoignage des phénomènes, mais je les étudie quand même depuis des années, donc je pense que je commence à avoir des bouts de réponses un peu par-ci, par-là. Et que moi, j'aime pas les réponses toutes faites, sorties d'un bouquin, ou qu'on se transmet les uns les autres, mais sans les avoir observées, mises à l'épreuve, etc. Donc, les réponses toutes faites, moi, ça m'intéresse pas. On va dire en tant que, tiens, je t'offre la vérité, voilà la réponse toute faite. Non. Par contre, tiens, une hypothèse, ça pourrait être ça. Ouais, là j'accepte. C'est plus dans mon esprit de recherche, on va dire, et d'observation. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bisous.